Bonsoir à tous et merci d'être présents à ce rendez-vous au quotidien et des sports. Les titres de cette édition avec Samuel Mech. Abidjan, capitale mondiale du jeu de dames. Deuxième journée de compétition. L'Ivoirien Atsencho fait honneur à la Côte d'Ivoire, tandis que le Russe, champion du monde en titre, affiche déjà sa suprématie. Arts martiaux, Kwankido, Maître Sako Brahima désigné nouveau patron de la discipline. De grands chantiers en perspective. Football, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Les Reds de Liverpool font un grand pas vers la finale en surprenant l'AS Roma 5-2 avec un Mohamed Salah éblouissant. C'est d'abord l'actualité nationale. Jeu de dames, le tournoi Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan se poursuit. Les meilleurs athlètes du monde s'affrontent dans une ambiance conviviale. Les échos de la deuxième journée avec Marilyn Dasso et Samuel Mech. La deuxième journée du tournoi de jeux de dames de la ville d'Abidjan a réuni 99 damistes hommes venus de 17 nations qui se sont affrontés. Le Russe Alexander Schwarzman, champion du monde en titre, a enregistré sa première victoire face à l'Ivoirien Bonsé Zakaria, 2-0, après un nul au cours de la première journée. Le Sénégalais Ndiaga Samb, opposé à Adjoussou Jean-Charles, a fait preuve de plus de stratégie lors de sa partie. 2-0, le champion d'Afrique en titre a enregistré sa seconde victoire. Quant à l'Ivoirien Atsencho Joël, il a fait parité avec le Polonais Karol Dudkiewicz, 1-1, après qu'il ait enregistré sa première victoire lors de son match d'ouverture. Pour cet Open, les damistes seront soumis au système suisse qui consiste à opposer les meilleurs de chaque match. En tennis, le tournoi de tennis dénommé Tennis pour tous se poursuit au centre Arthur H de l'Hôtel-Ivoire, cette fois avec les professionnels. Cet après-midi, il y a eu quelques oppositions. Seydou Diallo du Mali en bleu-blanc était opposé à Kangougra Bernaras du Burkina Faso. L'Ivoirien Carlos Boadi en blanc était opposé à Dano Kevin du Bénin. Les rencontres sont encore en cours actuellement au centre Arthur H de l'Hôtel-Ivoire. Parlons maintenant de Kwankido, Maître Sako Brahima à la barre. Plébiscité par ses pairs lors de l'Assemblée générale élective tenue le 7 avril dernier, Maître Sako Brahima, ceinture noire troisième dan, est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de Kwankido. Il a été élu avec 25 voix sur 27 pour un mandat de 4 ans. Maître Sako Brahima, qui est actuellement avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Alors, bienvenue à JDS. Merci. Voyons ensemble l'élément que nous propose Patrick Dadier concernant, bien sûr, votre élection à la tête de la Fédération ivoirienne de Kwankido. Le nouvel homme fort de la Fédération ivoirienne de Kwankido est connu depuis samedi. Son nom, Sako Brahima. Il est élu avec 25 voix sur 27 votants. Le président Sako est né le 11 janvier 1966 à Bouaké. Il est ingénieur principal des travaux publics, directeur régional des transports du Gbeke et du Hambol. Depuis 1988, il pratique le Kwankido. Il fut deuxième vice-président de la Fédération ivoirienne de Kwankido jusqu'à son élection samedi. Il n'est donc pas un novice, c'est un enfant de la maison. Comme chantier, nous avons tout un programme alléchant que nous allons dérouler très prochainement. Mais d'ores et déjà, je remercie toute la famille du Kwankido pour l'esprit de sérénité et de respect qui a dû primer. Parce qu'il faut retenir une chose, c'est que quand on parle des arts martiaux, il s'agit d'une discipline. Sako Brahima remplace ainsi Kwame Kwadwo François en fonction depuis 2015. Pour rappel, installé par consensus,
Par ses pairs, l'ex-président n'a pas été autorisé à se présenter aux élections parce que ne remplissant pas les conditions d'éligibilité. L'une des conditions majeures, avoir le grade de la ceinture noire deuxième dan. À peine installé à la tête de cet art martial sino-vietnamien, le nouveau patron des lieux suscite déjà beaucoup d'espoir au sein de la grande famille Kwankido. J'adresse donc mes félicitations au nouveau président Sako Brahima qui a de grands projets pour le Kwankido en termes de cohésion et surtout en termes d'encadrement de la jeunesse ivoirienne. Cette assemblée générale élective qui a réuni les présidents de clubs et de ligues a été présidée par Maître Kwakukra Kosonu, ceinture noire 7e dan, et supervisée par le représentant du ministère des Sports et des Loisirs. Maître Sako Brahima, depuis 3 semaines, vous tenez la barre de la Fédération ivoirienne de Kwankido. Comment vous sentez-vous dans vos nouveaux habits? Très bien. Comme tout le monde, je me sens très bien, mais je vais me rendre compte que la tâche est lourde. Je crois qu'avec l'appui de tous, on pourra y arriver. Alors, vous remplacez quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Alors, vous venez avec quoi comme nouveauté? Qu'est-ce qui va faire la différence pour vous? Alors, il n'y a pas de différence à faire. Et le problème, c'est une continuité. Oui. Au niveau du Kwankido, il y a... alors, pour votre gouvernement, j'étais le vice-président de ce mandat terminé. Tout à fait. Et donc, nous sommes dans la même lancée. Mais nous continuons avec d'autres innovations qui sont comme... alors, étendre le Kwankido sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est une de nos premières priorités. Oui. Et cela va se faire comment? C'est en activant et en créant, n'est-ce pas, des clubs, en soutenant surtout les ligues, et puis redynamiser les clubs existants déjà et ramener tout le monde dans la maison. Alors, la deuxième priorité, c'est la mise en place d'une équipe dirigeante ayant la priorité de cohésion et le respect de l'esprit Kwankido. Voilà. Alors, tout au long de cette année, les grands rendez-vous du Kwankido, ça sera? Alors, on a deux aspects à cela. On a le grand rendez-vous international et puis on a des rendez-vous au niveau national. Alors, comme grand rendez-vous international, nous avons le stade international de Toulon qui va se faire en juillet, là, qui sera dirigé par le grand maître fondateur du Kwankido. Ensuite viendra le stade international de Milan en août 2018, qui sera dirigé par le directeur général de la Fédération internationale de Kwankido. Et enfin, la CAN en novembre en Algérie, où je crois que l'équipe de Côte d'Ivoire est en train de se mettre à l'œuvre pour nous ramener des médailles. Au niveau national, on a le championnat de Côte d'Ivoire, le 13 de ce mois, le 13 5e mois. Mais alors l'innovation, c'est les séances de formation et de renforcement des capacités. Cela va concerner quoi? La physiologie, l'anatomie, la diététique, le sécurisme et la psychologie. Tout cela pour permettre à tous les pratiquants de se professionnaliser dans une de ces thématiques afin de pouvoir contribuer donc dans notre objectif de la lutte contre le chômage des jeunes. Alors, je vois que vous êtes ingénieur principal des travaux publics et vous êtes également directeur régional du transport du Béké. Comment vous allez concilier tout cela? Alors, j'ai une équipe forte. J'ai une équipe forte et je compte sur l'équipe. Et bien avant que je sois le président, j'étais vice-président. Je crois que j'ai pu m'occuper de tout cela. Il y a toute une organisation qui est mise en place pour que ce mandat soit efficient. Alors, le Kwankido en Côte d'Ivoire, ça représente quoi? Que pèse finalement le Kwankido en Côte d'Ivoire? Le Kwankido, d'abord, pèse beaucoup. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons une vingtaine de clubs, n'est-ce pas, avec 8 ligues. Mais ce n'est pas une fierté. Nous avons les potentialités de redynamiser tout cela, n'est-ce pas? Il faut dire aussi que le Kwankido, au niveau de l'Afrique, Kwankido ivoirien, au niveau de l'Afrique, nous représentons la Confédération. En même temps que je suis président de la Fédération, je suis le président de la Confédération africaine de Kwankido. Alors, notre journaliste Patrick Dadier m'a fait dire que votre arrivée à la tête de la Fédération ivoirienne de Kwankido a suscité de réels espoirs chez les pratiquants. À quoi c'est dû? Bon, je ne sais pas, mais en réalité,
il y avait beaucoup de pratiquants qui s'étaient abstenus de venir aux entraînements. Mais je crois que l'un dans l'autre, le calme est venu à la maison, l'esprit de la discipline est revenu et nous allons travailler dans ce sens. Alors, vous avez là l'occasion de donner un message fort à tous les pratiquants du Kwankido ici en Côte d'Ivoire. Alors, je dirais à tous les pratiquants du Kwankido en Côte d'Ivoire de nous rejoindre parce que le travail est ardu, mais nous avons besoin de tous pour pouvoir faire émerger cette discipline qui a beaucoup de potentialités et de grandes richesses qui peuvent contribuer au développement, n'est-ce pas, mental et physique de la personne. Merci à vous, Maître Sako. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la Fédération ivoirienne de Kwankido. Merci d'avoir été sur notre plateau. Une mauvaise nouvelle, l'ancien footballeur âgé de 93 ans, il s'appelle Moïse Boyini. Il a tiré sa révérence dans la nuit de mardi à mercredi à Grand-Bassam. Moïse Boyini était sans doute l'une des figures emblématiques du football en Côte d'Ivoire, véritable symbole national depuis les années 1940. L'attaquant de l'Union sportive des clubs de Bassam USCB a fait les beaux jours du football ivoirien. L'homme que les Bassamois ont surnommé l'Hirondelle à cause de son agilité était percutant et rapide. Premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire en 1988 en Coupe AOF. Nous allons parler toujours de football. Lancé le 30 mars dernier, le Benbadi Caravane Foot est entré dans sa phase pratique le samedi 14 avril. Et c'est la ville d'Abengourou qui a ouvert ses portes à cette première étape. C'est par l'hymne national que tout a démarré, suivi du coup d'envoi donné par l'initiateur Abdoulaye Traoré dit Benbadi, ex-international. 500 jeunes issus de 10 clubs ont pris part à la première étape de détection de talent qui s'est déroulée dans la région de l'Indénié, précisément au complexe sportif Eugène Abissa Kwaku d'Abengourou. Sous l'œil vigilant des techniciens chargés de la détection, les participants ont pendant plusieurs heures livré un beau spectacle au public. Il faut noter que sur les 10 clubs participants, 9 ont eu la chance de voir figurer l'un des leurs dans le groupe retenu. Rendez-vous est pris pour Boaké qui abritera la deuxième étape de la Benbadi Foot du 27 au 29 avril 2018. Beaufort, plongé au cœur de la fraîcheur. Passons maintenant à l'actualité internationale. Tennis WTA de Stuttgart. Caroline Garcia tombe Sharapova. Jolie performance pour Caroline Garcia. La Française a éliminé au premier tour la Russe Maria Sharapova en 3-7. C'est la première fois que cela arrive depuis 7 ans. Depuis 7 ans qu'a eu lieu leur premier face-à-face. Jean-Sylvain Esso et Aude Allegbe pour les détails. Elle n'avait jamais battu son adversaire. C'est désormais chose faite. Caroline Garcia vient de battre Maria Sharapova au terme d'un match qui aura duré 2h45 à l'occasion du premier tour du tournoi de Stuttgart. Breakée dès sa première mise en jeu, la Française a tranquillement remporté le premier set 6-3 avant de s'imposer au tie-break lors de la seconde manche 7-6.
Le troisième set a été équilibré, mais la joueuse française a réussi à prendre le service à 4-4 pour finalement s'imposer 6-4. Belle victoire pour Caroline Garcia qui affrontera au second tour la pépite ukrainienne Marta Tokchuk, âgée de 15 ans, 158e joueuse mondiale et issue des qualifications. Éliminée, Maria Sharapova continue de broyer du noir. Elle n'a plus gagné depuis janvier. Il y a un an, c'est à Stuttgart que l'ex-numéro 1 mondial, qui vient d'avoir ses 31 ans, avait repris le fil de sa carrière après 15 mois de suspension pour infraction à la réglementation antidopage. Basketball Playoff, Philadelphia et Golden State en demi. Les équipes de Philadelphie et Golden State ont respectivement pris le dessus ce matin sur Miami et San Antonio après avoir livré des rencontres serrées en playoff. Des victoires qui leur ouvrent grandement les portes des demi-finales. Jean-Sylvain Esso et Aude Alébé. 6 ans que la ville attendait ça. 6 ans que les supporters des Sixers rêvaient du retour au sommet de leur équipe favorite. L'équipe de Philadelphie est allée chercher sa première qualification pour le second tour des playoffs depuis 2012. Elle a battu ce matin Miami Heat 104-91 et se qualifie pour la demi-finale. Longtemps accroché, le duel s'est finalement joué dans le troisième quart-temps quand les Sixers ont pris le large sur le Heat grâce à Redick, auteur de 27 points, et le Camerounais Joel Embiid qui a compilé un double-double, 19 points, 12 rebonds, tout en étant acclamé par la foule. La demi-finale, le champion en titre Golden State la jouera également. Les Warriors se sont pourtant fait peur dans le dernier quart-temps, laissant San Antonio revenir à -2 avant de voir Kevin Durant, 25 points, 6 rebonds, 5 passes, terminer le boulot pour remporter la série 4-1, 99-91. Aux côtés de Kevin Durant, Klay Thompson, 24 points et Draymond Green, 17 points, 19 rebonds, 7 passes ont été cruciaux. C'est l'instant débrief. Capit Bakayoko et Emekeke sont présents. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie. Au menu de notre débrief, la demi-finale allée de la Ligue des Champions, Liverpool à Roma. Grâce à un immense Mohamed Salah, auteur d'un doublé de 2 passes décisives, Liverpool a battu la Roma 5-2 en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le résumé de la rencontre avec Jean-Sylvain Esso. Porté par un Mohamed Salah au sommet de son art, Liverpool a fait un énorme pas vers la finale de la compétition devant son bouillant public d'Anfield. Après une première demi-heure compliquée, marquée par une barre transversale de Kolarov, les hommes de Jürgen Klopp ont récité leur football. Sadio Mané, par 2 fois, a failli lancer la soirée aux 28e et 29e minutes. Mais c'est finalement le meilleur joueur de la Première Ligue, Mohamed Salah, d'une frappe somptueuse qui a secoué les filets, le premier à la 36e minute. Avant la pause, d'un petit piqué astucieux, le Pharaon double la mise pour le 2-0. En seconde période, l'inévitable Salah se mue en passeur. À la 56e minute, il permet à Sadio Mané d'inscrire le 3e but des Reds, avant de faire briller à la 61e minute Roberto Firmino. 8 minutes plus tard, l'attaquant brésilien signe son doublé. À 5-0, Liverpool semblait intouchable, mais l'AS Roma a su se relever et profiter d'un certain relâchement des Reds pour inscrire 2 buts sur la fin. D'abord avec Dzeko à la 81e minute, puis Perotti à la 85e minute. Le match retour, prévu dans 8 jours, s'annonce intéressant. Mais très belle performance de Liverpool qui prend quand même une option sur la qualif en finale. Oui, 5-2 pour une demi-finale de Coupe de Ligue des Champions, c'est assez beaucoup pour l'équipe de la Roma. Mais on peut déjà dire que Liverpool a un pied en demi-finale. Même si il y a 15 jours, il y a quelques jours, l'AS Roma avait sorti Barcelone qui avait déjà marqué 4 buts à 1.
Donc oui, je pense que Liverpool a vraiment un pied en demi-finale. Vous êtes d'accord ou rien n'est encore acquis pour Liverpool? Non, en fait, quand on joue chez soi, Liverpool a fait ce qu'il faut faire. Il faut déjà gagner. C'est la première chose. Il faut éviter de prendre des buts, ce que Liverpool n'a pas réussi. Il faut enfin avoir une marge suffisante pour que le match retour ne soit pas un match trop inquiétant. Aujourd'hui, Liverpool doit simplement défendre 3 buts. Et moi, je pense qu'ils ont fait un grand pas. Mais on est en Coupe d'Europe et cette Coupe d'Europe nous a démontré que chaque match a sa vérité, qu'en réalité, lorsque une équipe a déjà joué contre l'autre, elle a vu comment l'équipe a joué, elle a vu ses faiblesses, elle a vu ses forces, donc elle tire des leçons. Ce qui veut dire que l'AS Roma a certes perdu hier, mais a certainement tiré les leçons de sa défaite, ce qui promet donc un match très ouvert pour le retour. Alors, nous allons parler... qu'il faut s'attendre, Anne-Marie, à encore des buts. Absolument. Parce que quand on voit la ligne d'attaque de Liverpool, c'est une ligne qui crache du feu depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Alors, nous allons parler justement de l'efficacité de l'attaque de Liverpool. 5 buts, c'est pas rien en Ligue des Champions. Nous allons voir d'abord le premier but qui est arrivé à la 36e minute. Voilà. Oui. On peut aller avec les commentaires. On entend le but de l'équerre. Oui. Ça veut dire vraiment que c'est un ballon qui est très précis. Un ballon qui est mis hors de portée du gardien. Un gardien qui fait un peu plus d'1m90. Il doit faire, je crois, 1m93. Mais alors là, on voit d'abord la passe de Firmino. Absolument. Voilà, regardez. Et le calme avec lequel Mohamed Salah, il prend l'information. Il regarde bien la position du gardien et il caresse ce ballon. Ouais. Qui va se loger dans la lucarne. Exactement. Dans la lucarne droite. On voit en fait un geste qu'il a beaucoup travaillé. Hein. Ce n'est pas le premier but du genre qu'il marque. À la Coupe d'Afrique, il en avait marqué beaucoup. Dans le championnat anglais, il en marque beaucoup de ce type. Vous voyez, il connaît la zone. Ouais. Dans cette zone du terrain, il sait où est-ce qu'il doit placer le ballon. Donc, il a une précision certainement due à un travail énorme fait à l'entraînement sur cette zone de frappe. C'est le signe d'un joueur... Plein de confiance. Plein de confiance, mais avec un calme déconcertant. Regardez, il y a 5 défenseurs, mais il a le temps de contrôler, de s'ajuster et de placer le ballon. Il ne l'envoie pas n'importe comment. Regardez la sérénité avec laquelle, alors qu'il y a 4 défenseurs devant lui. Il prend tout son temps, puisqu'il fait un deuxième contrôle. Une prise de balle, un contrôle, et ensuite la frappe. Pour moi, c'est une passe au filet. Quand c'est précis de cette façon, c'est une passe au filet. Parce qu'effectivement, il ne met pas une grosse puissance dans la frappe. Non. Il travaille sur la précision. Donc, il a une zone qu'il vise, il a un espace, il doit pouvoir placer le ballon dans cet espace. Oui. Et c'est ce qu'il réussit. Mais surtout qu'il ne panique pas parce que pas du tout. Si on revoit le but, vous allez voir qu'il y a un joueur italien qui vient derrière lui. Ouais. Mais il ne panique pas. Regardez le joueur derrière en blanc. Voilà. Entre 2 joueurs, il réussit à placer tranquillement. Et c'est un calme extraordinaire. Exactement. Lucidité. Alors, le deuxième but arrive juste avant la pause. On a l'occasion de voir également ce deuxième but de Liverpool. Un long dégagement de Liverpool. Mais ensuite, vous allez voir Firmino qui va encore. Et Mohamed Salah, il pique le ballon, mais le ballon tombe tellement vite que le défenseur ne peut pas le rattraper. Parce que quand il tombe, on a l'impression qu'il fuse. Il y a une accélération. Voilà, il y a une accélération. Donc le défenseur qui court après le ballon pense qu'il peut rattraper et puis il voit que c'est peine perdue, alors il ralentit sa course. Mais ce que Mohamed Salah fait là encore, c'est incroyable de lucidité et c'est vraiment le type de buteur dont on a besoin très souvent. Mais avant de frapper le ballon, quand on regarde la façon dont il se démarque, il fait un appel contre appel très subtil pour mettre le défenseur axial hors de l'axe. Vous allez voir, donc, on voit le ballon arriver. Regardez la course de Mohamed Salah. Il donne l'impression d'aller vers l'extérieur. Et lorsque le défenseur va vers l'extérieur, il vient à l'intérieur. Donc ça lui ouvre un boulevard qui fait que le défenseur ne peut plus revenir à temps. Il a été vraiment largué sur cette première fausse course. Tout à fait. Mais en plus, c'est très intelligent de sa part. En plus, au moment de frapper, il sait déjà la position du gardien. Exactement. Il sait que le gardien est très avancé. Le gardien est sorti de sa zone pratiquement. Regardez, voilà, il le voit tout de suite. Et la petite pichenette. Toujours la même sérénité, la même lucidité devant le but. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à la force, il cherche la précision, il cherche à mettre le ballon à un endroit précis. C'est pour cela que tout à l'heure, je parlais de passe au filet. Un joueur qui a une certaine confiance en lui,
ne cherche plus à surprendre parce qu'il a frappé fort, parce qu'il a frappé lourd, non. Il cherche à placer le ballon à un endroit précis et Mohamed Salah l'a montré. J'aime bien cette course-là. Course extérieure, course intérieure, le défenseur est largué. Ouais, c'est ce qui prend contre oui, les 3 défenseurs. Absolument. Parce que quand il va vers l'extérieur, le défenseur sait qu'il peut le couvrir facilement parce qu'il est entre lui et son camp. Mais dès qu'il revient à l'intérieur, le défenseur a un temps de retard. Ouais. Alors, continuons de nous délecter pour voir le 3e but de Liverpool signé Sadio Mané. Voilà ce 3e but qui arrive à la 56e minute. Oui, toujours le mauvais placement de Kolarov. Qui est mal placé, et il y a 3 défenseurs, donc Mohamed, lui, il a sa pointe de vitesse, on le voit comme ça, on dirait qu'il est, j'allais dire... c'est un volant. C'est un volant, mais il va très vite, et donc quand il prend le ballon en pleine course, il a le temps de regarder, il sait où Sané est exactement placé. Regardez Sané qui fait l'appel, le contre-appel, il part et il revient. À ce moment, Mohamed Salah lui met le ballon juste devant les pieds. En fait, ce but, on a vu en fait que la défense centrale de la Roma a fait cette erreur dès qu'il y a eu le changement à la 15e minute. Ils sont partis d'une défense à plat où ils sont 3 défenseurs sur 3 personnes en position très avancée. Alors Liverpool a compris et Liverpool a commencé à donner le ballon dans le dos chaque fois de Kolarov qui montait. Et donc chaque fois, ça a donné un espace qui a permis à l'attaque de Liverpool d'avoir une rampe de lancement sur le côté pour des centres. Et ils ont donc réussi tout leur but quasiment juste dans le dos de Kolarov qui montait un peu trop. Vous voyez, il est encore parti. Et Salah n'a qu'à faire l'appel entre les centraux et Kolarov qui est monté. Il y a un espace qui est là, en dehors de l'entonnoir du but, qui lui permet vraiment d'avoir l'occasion, de façon calme, de mettre le ballon dans la zone de but. Et je suis totalement d'accord avec vous quand vous parlez de défense à plat, parce que c'est une grosse erreur tactique de la part de Zobio de Francisco, l'entraîneur de l'AS Roma, qui commence face à une équipe de Liverpool aussi percutante, avec 3 goleadors en attaque, qui commence avec 3 défenseurs, mais c'est gros. Oui, mais en fait, il a été trompé par le fait que au début du match, Liverpool a joué avec des milieux qui étaient complètement adossés à leur défense. Oui, donc, ça s'est vérifié dans les 15 premières minutes. Donc, dans les 15 premières minutes, quand la Roma pressait haut, Liverpool n'arrivait pas à sortir le ballon. Mais dès que l'autre, Chamberlain, s'est blessé, et que Wijnaldum est rentré, Wijnaldum s'est porté plus haut. Et il a commencé à faire les premiers appels dans le dos. À ce moment-là, je pense que Francesco aurait dû corriger tout de suite. Parce qu'il a vu sur les premiers ballons qu'effectivement, ça créait une faille énorme. Mais il n'a pas corrigé. Il a laissé à plat. Eh bien, ça a donné de la place pour Mohamed Salah. Le jeune Wijnaldum a vraiment posé des problèmes dès son entrée par ce positionnement-là entre les centraux et le latéral qui montait. D'accord, nous continuons avec le 4e but de Liverpool. Salah, toujours l'homme à tout faire de Liverpool, a terminé son récital en donnant une nouvelle passe décisive, cette fois-ci à Roberto Firmino à la 61e. Oui, c'est du bis repetita par rapport au but précédent. Le même espace, le même décalage sur le côté, la même passe précise à un partenaire qui arrive lancé. Voilà, il part sur le côté, il regarde ses partenaires qui se démarquent, hop, petit décalage. Il n'a plus qu'à trouver la bonne zone. Et comme il est précis, parce qu'il est gaucher, mais on voit bien que du pied droit, il arrive à faire des passes très précises. Voilà, c'est des passes très précises. Ce n'est pas des ballons balancés, ce n'est pas des ballons jetés en espérant que l'autre est là. Non, ce sont des passes. C'est-à-dire qu'il adresse son ballon à un partenaire à un endroit précis. Oui, et il le réussit bien. C'est travaillé à l'entraînement, on le voit. Hein, et il le met juste entre les défenseurs et le gardien de but. Difficile pour un gardien d'intervenir. Et difficile également pour un défenseur d'intervenir parce que s'il touche le ballon, là, c'est un autogol. Donc, c'est vraiment l'intelligence du jeu de la part de Mohamed Salah. Et puis, la finition extraordinaire. Regarde la position de Wijnaldum juste à côté. Ce garçon, quand il est rentré, il a vraiment changé la façon de jouer de Liverpool. Et la Roma ne s'est pas adaptée. Ils auraient dû créer un décalage en renforçant un peu l'axe de la défense, donc en passant non plus à 3 mais à 4, peut-être pas forcément Kolarov, mais un milieu devait descendre pour couvrir les montées du jeune Wijnaldum qui vraiment... On va le voir en seconde partie, je crois on va le voir. On va voir d'ailleurs le dernier but de Liverpool à la 68e. C'est encore un corner de James Milner qui envoie le ballon et on voit la détermination de Firmino
qui, malgré la présence de son partenaire, le défenseur central, oui, le défenseur central, a réussi à lui prendre le ballon et de scorer d'une tête piquée. Mais tu vois, mais quand on regarde ça, on a vraiment l'impression que la Roma ne s'est pas encore remis des 4 buts précédents. Bien sûr. Parce que tous les 4 défenseurs, ils ne bougent pas, regardez. Il n'y a pas de mouvement. Ouais. Ça veut dire que c'est une défense qui, moralement, est à plat, elle est à zéro, elle n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Parce que quand on regarde le début de match, cette défense-là gagnait tous les duels aériens. Et là, tout à coup, on a une défense qui reste apathique sur un corner. Ouais. Il n'y a que les Anglais qui vont vers le ballon. Eux, ils restent tous immobiles, ils ne bougent pas. Nous sommes pratiquement à la 70e minute et les Romains ont vu que ça s'arrête rapidement. Ça s'arrête là. Parce que ils voient un naufrage, ça commence à devenir humiliant. Et là, vraiment, on se rend compte que la défense est à la rue. Alors, nous allons maintenant parler de ce phénomène. Mohamed Salah, élu ce dimanche meilleur joueur de Première Ligue, qui vient de battre un autre record, celui du nombre de buts inscrits par un joueur africain lors d'une édition en Champions League détenue par Samuel Eto'o hier en inscrivant un doublé. Salah est passé à 10 buts contre 8 pour Samuel Eto'o de la saison 2010 à la saison 2011 avec l'Inter de Milan. Oui, mais c'est ça, hein. Les records, ils sont faits pour être battus. Et on est bien content que Salah batte le record précédent. Ça prouve au moins que les jeunes tirent des leçons de ce que ceux qui les ont précédés ont fait. C'est la logique même de l'évolution de la vie, de la performance, de ce qu'on travaille à partir de ce que les autres ont déjà fait. Mohamed Salah a vu des prédécesseurs tout à fait célèbres, Samuel Eto'o, Didier Drogba et d'autres personnes qui ont ouvert le chemin. Eux, aujourd'hui, ils doivent montrer qu'ils peuvent faire plus. Donc, moi, je suis bien content pour lui qu'il réussisse à battre ce record. Il n'avait pas ça pour objectif, certainement, mais la réalité, c'est qu'il a travaillé, il a atteint un niveau d'efficacité qui lui permet effectivement de battre ce record. On espère que le sien sera battu aussi dans quelques années. Voilà, c'est ça. Vous parlez de 10 buts, non? Oui. Vous parlez de 10 buts, mais le championnat n'est pas encore fait. Il reste encore 2 matchs de Champions League. De Champions League. Il y a le match retour et la finale. La finale, éventuellement. Mais il bat encore un autre record. Il n'est pas loin de battre un autre record, celui de Kenny Dalglish, le meilleur buteur de la Ligue anglaise. Oui, aujourd'hui, il est à 43 buts. Voyez-vous? Dalglish en avait marqué 47, je crois. 47, voilà. Donc, c'est le nouveau record de base. Ouais. Voilà. Alors, mais avec vous, on va voir l'action qui aurait pu tout changer pour la Roma, bien sûr. Oui, tout commence en début de partie, hein, avant la blessure de Chamberlain, sous la barre transversale. Et puis, voilà, il n'y croit pas. En fait, c'est la période de domination de l'AS Roma. C'est la période de domination de l'AS Roma. Ouais. Regarde sur ce boulet de canon de Kolarov qui va titiller la barre transversale. Et puis, voilà. Le gardien apprécie mal la trajectoire, donc il se déporte un peu trop. C'est une frappe lourde. Il est donc obligé de mettre la main, les bras un peu au hasard. Et heureusement pour lui, ça détourne le ballon sur la barre. Oui, on peut dire que si la Roma marque là, ça n'est fini. Mais non, ça n'aurait pas pu changer grand-chose pour moi. Oui. Quand on connaît la capacité offensive dont on parlait de l'équipe de Liverpool, c'est 83 buts, 88 buts, toutes compétitions confondues. Donc 18 pour Mané, et 43 pour Salah et 27 pour Firmino. 88 buts à eux trois. C'est beaucoup. Hein. Alors si on revient à la Roma qui a laissé passer sa chance dans ces moments de domination. Oui, on va dire que la Roma a laissé effectivement passer sa chance parce qu'ils n'ont pas été précis, ils n'ont pas fini avant de venir au but de Deco. Mais effectivement, si ce but-là rentrait, c'est vrai que la défense aurait certainement pris un coup et paniqué. Parce que le fait d'encaisser un but, d'entrer chez soi, franchement, ça donne des frissons dans le dos. Il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral. Pour repartir du bon pied. Voilà. Et puis, ce n'est pas sûr qu'ils auraient eu la force d'aller vers ces 5 buts. Parce qu'on a vu dès les premiers buts que ça a monté leur niveau de confiance en eux d'une façon telle qu'ils ont pu marquer facilement les autres. Et l'erreur tactique de l'entraîneur italien a contribué un peu à cela. Mais ce qu'on retient sur cette frappe, c'est que on aurait apprécié que ce but-là soit marqué parce qu'on aurait eu là la concrétisation d'une domination, d'une période forte des Romains sur terrain adverse. Ok, on va voir maintenant la réaction tardive de l'AS Roma qui a marqué 2 buts. Alors, la Roma marque 2 buts parce que l'entraîneur réajuste son équipe.
Il fait rentrer Maxime Golalon. Est-ce que la sortie de Salah y est pour quelque chose? Ah oui. Oui, la sortie de Salah y est pour quelque chose. C'est une erreur tactique. Voilà. L'entraîneur Jürgen Klopp pense que c'est déjà fini. C'était un acquis. Ça en est fini de Romain. Ouais. Il n'a plus besoin d'user son joueur. Donc il le fait sortir pour le préserver. Mais entre-temps, il y a un changement fait par Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de la Roma. Il fait rentrer Maxime Golalon et Diego Perotti, qui vont, eux, venir appuyer Edwin Doko pour essayer de mettre la pression. Nous sommes dans les 15 dernières minutes pour mettre la pression à l'équipe de Liverpool. Et le résultat est net. Et c'est là où, justement, on est OK, nous, tous les deux, pour dire que le changement de Salah, ce n'est pas forcément la sortie de Salah en tant que joueur qui est le problème. C'est le choix tactique. Il a opté pour un choix défensif désormais. Parce qu'il fait sortir Salah et il fait entrer un joueur qui n'avait pour rôle que d'aller fermer Kolarov dans son couloir pour l'empêcher de monter pour faire des centres. Ok, très bien, tu fermes Kolarov. Mais en même temps, quand tu sors l'avant-centre dont toute la défense a peur, tu permets à toute l'équipe de jouer plus haut. Parce qu'il ne faut pas fermer seulement le couloir, il faut empêcher l'équipe d'avoir la confiance qui amène une défense à jouer plus haut. Et quand il commence à gagner, il commence à marquer. Regardez le but de Deco. C'est Lovren qui se loupe. Et Deco, en vrai avançant de surface, avec le calme. Il prend le ballon et il l'envoie côté opposé, de l'intérieur du pied, et une balle légèrement vrillée qui prend l'angle interne. Regardez, en général, ce genre de ballon, on le met à la gauche du gardien. Exactement. Mais lui, il le met plutôt côté opposé. Donc, du coup, ça aurait pu... Il a décidé de prendre le gardien en contre-pied, sachant qu'il aurait anticipé sur l'autre côté. Voilà, c'est ça. Il ne voulait pas risquer de perdre ce ballon. On voit vraiment un avant-centre qui a la lucidité et l'adresse devant le but. D'accord. Il a prouvé et on pense que tout à fait. C'est une erreur de laisser arriver à avoir un tel ballon. Arrive à ce pénalty qui est synonyme un peu d'espoir pour l'AS Roma. Oui, ce pénalty, pour moi, il est tout à fait justifié parce qu'il arrive toujours dans la logique du premier but que Dzeko vient de marquer. C'est la Roma qui a le ballon, c'est la Roma qui joue plus haut. Liverpool, c'est comme s'ils sont sortis du match un peu plus tôt avant la fin du match. Ils pensaient avoir fait le plus dur. Et c'est un des défauts du football anglais. C'est un football qui est tellement en engagement physique qu'il y a des moments où on sent un vrai épuisement de l'effectif. Dans cette période-là, l'équipe était un peu à la rue physiquement. Donc, ils perdaient les ballons. Et cette balle, c'est effectivement une balle mal renvoyée dans l'axe du but, qui est frappé très fort. Le défenseur, il n'y peut rien. Voilà, il prend ça de la main et donc il y a un pénalty tout à fait justifié. Mais cela dit, la Roma a démontré simplement que tant qu'on n'a pas sifflé à la fin, le match continue. Tout à fait. Un match, c'est 90 minutes. Ah oui, c'est pas parce qu'on a pris 5 buts qu'il faut se décourager. On peut en prendre 1000, on peut en prendre 1000, mais il faut faire tout ce qu'on a fait jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin, parce qu'il y a un deuxième match à venir et il ne faut pas se brûler toutes les cartes parce qu'on s'est découragé trop tôt. Alors, ce match retour s'annonce-t-il ouvert? Oui, ça s'annonce ouvert. On a déjà vu l'exemple, hein, le but que les Italiens de la Roma face à Barcelone marquent, encore le même Dzeko, marque contre Barcelone à l'aller, paraissait anodin. Hein, au match retour. Et au match retour, c'est ce but qui fait la différence. Donc attention, les Anglais sont prévenus. Il faudra faire très très attention. Même si on a confiance, on pense qu'il peut faire la différence. Moi je reste convaincu qu'un match, même chez l'adversaire, il faut partir pour le gagner. On ne va pas pour limiter les dégâts. Personnellement, je n'arrive pas à accepter qu'une équipe vienne avec une idée simplement défensive. Quand on va pour jouer un match, on va pour le jouer et pour le gagner. Certes, parfois, ceux qui sont, j'allais dire, les théoriciens de la tactique vous diront l'important c'est la qualification. Donc, non, la qualification, le premier pas, c'est gagner. Il faut que tu mettes l'adversaire dans la condition où lui-même, moralement, il se dit que le premier risque, c'est d'abord de perdre son match chez lui. Donc, il faut qu'il ait ses craintes. S'il se dit que le match, il va le gagner et que l'enjeu, c'est la qualification, tu lui donnes l'espoir et le moral. Alors que quand tu lui démontres que l'enjeu, c'est d'abord de gagner le match, il y a une bataille un peu plus difficile pour l'adversaire. Moi, je ne supporte pas qu'on aille pour jouer pour défendre. On joue pour gagner. Donc, Liverpool doit aller jouer pour gagner. 5-2 encore s'il le faut. De toute façon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tout à fait. C'est connu de tous. Donc, ils iront pour attaquer. Mais attention, en revanche, à l'équipe de la Roma, qui peut, devant son public, se sublimer. Se sublimer, comme ils l'ont fait déjà. Mais ils vont se sublimer, c'est sûr. Ils n'ont pas le choix. On ne va pas être si près du but
et puis s'abandonner. Donc, ils savent qu'ils n'ont que 3 buts à marquer. Donc, ils vont avoir l'engagement pour ça. Mais pour Liverpool, c'est de se poser la question, OK, dans le match où on prend 2 buts, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les éléments qui leur ont permis de marquer les 2 buts? Et travailler pour qu'on n'ait plus les mêmes failles. C'est les batailles tactiques. Sinon, de savoir qu'on doit gagner ou pas, pour moi, un entraîneur, s'il n'a pas d'ambition à ce niveau-là, ce n'est pas la peine. Une demi-finale de Coupe d'Europe, mais ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Donc, tout le monde est au meilleur de son ambition. Il faut pouvoir gagner pour pouvoir se qualifier. Donc, je crois que l'essentiel qui va se passer, c'est que la bataille tactique va être le premier élément. Et puis, deuxièmement, sur le terrain, les joueurs doivent être dans un état d'esprit où il faut tout donner. Il faut tout donner, il faut tout donner. Il n'y a pas à calculer, il faut tout donner. Il faut se battre, il ne faut pas se battre. Merci, Capit. Merci à vous, en tout cas. Ça a été une très belle discussion. On va terminer avec le thème du débat de demain, les clubs ivoiriens face au cahier de charge de la CAF. C'est la deuxième partie, je rappelle. Les clubs ivoiriens ont-ils les moyens de se conformer au cahier de charge? L'application, pourquoi l'application coince le football ivoirien? Est-il en phase avec la CAF? Quelles conséquences pour le football ivoirien? En tout cas, Cathy Touré et ses invités vous donneront des réponses. Avec Charlotte Diomandé notamment. Vous donneront des réponses demain. Voilà, merci à tous et puis bonne suite de programme sur RTA.